Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du changement climatique en Hauts-de-France. Qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir et notamment aussi de son impact sur l'agriculture. Les chiffres, les cartes que je vais vous présenter sont issus d'une étude, l'étude réseau qui a été faite en 2020 et menée par AgroTransfert. Alors juste pour débuter, une petite présentation d'AgroTransfert. On est une association régionale basée à Estrémons dans la Somme. Et notre but est notamment de conduire des projets d'innovation adaptés au contexte local et qui répondent donc aux besoins de l'évolution de l'agriculture en région. Et pour ça, donc, on fait le lien entre la recherche, donc on utilise les connaissances et les méthodes, le développement agricole, qui va apporter son expertise et diffuser les innovations, et les agriculteurs qui, eux, vont exprimer leurs besoins en évolution et en innovation, et valider les différentes méthodes ou outils que l'on crée. Alors pour revenir sur le changement climatique, c'est une bonne journée pour parler de changement climatique quand même, je vais faire une petite introduction sur ce que sont les scénarios climatiques. Donc les scénarios climatiques sont basés sur des scénarios d'émissions du GIEC, des scénarios d'émissions de CO2. Donc le GIEC va établir différents scénarios, vous voyez sur l'écran. On a un scénario en bleu qui est le scénario très optimiste, donc c'est ici tout de suite là, on arrive à diminuer nos émissions de CO2. On a un scénario en vert, donc le RCP 4.5, où on arrive à stabiliser nos émissions de CO2. Et puis on a aussi un scénario beaucoup plus pessimiste, qui est le scénario 8.5, où on continue sur notre lancée pour les émissions de CO2. Donc les différents chiffres et scénarios climatiques ont été basés sur ces scénarios d'émissions. Donc on va présenter un scénario optimiste, donc le vert, le 4.5, et les résultats avec un scénario climatique pessimiste, donc le rouge, le 8.5. Toutes les informations sur les différents scénarios climatiques sont disponibles, sont publiques, ce qui est issu des modèles, sur la plateforme DRIAS. Donc c'est totalement en accès libre, sur différentes variables climatiques, la température, les précipitations, le rayonnement solaire, le vent, au niveau journalier, mensuel, mais aussi avec des mailles assez fines de 8 km sur 8 km. Donc là, c'est facilement accessible à tout le monde. Après, ça demande des gros fichiers, il faut les traiter, mais tout est public et pour beaucoup de modèles, parce qu'il existe plusieurs modèles climatiques. Donc pour l'instant, ce que je vais vous présenter, c'est des modèles basés sur le Centre national de recherche météorologique. Donc, qu'est-ce que ça donne en région en utilisant ces données-là? Donc là, il s'agit d'un tableau résumant l'évolution des différentes variables climatiques à moyen terme, donc entre 2030 et 2060, et à long terme entre 2055 et 2085. Donc c'est des moyennes de 30 ans. Sur chaque colonne, à gauche, vous avez avec le scénario optimiste et à droite avec le scénario pessimiste. Donc, il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble de la région, sur toutes les mailles de la région. Vraiment une moyenne annuelle sur l'ensemble de la région. Après, on peut voir qu'il y aura des spécificités selon les territoires. Mais pour l'instant, de manière générale, on peut voir qu'on va avoir forcément donc, une augmentation de la température. Selon le scénario, ça va varier entre 1,3 degrés et 1,9 degrés sur la région de France. Une augmentation des précipitations annuelles. On entend bien annuel, donc là aussi selon le scénario va être plus ou moins forte, et par contre quand on voit au niveau un peu plus lointain, ces précipitations vont plutôt se stabiliser. Par contre on voit une évapotranspiration, donc ETP, la transpiration des plantes, qui va fortement augmenter, du fait notamment de l'augmentation de la température et du rayonnement solaire, qui ne compense pas l'augmentation de la précipitation annuelle. Et quel que soit le scénario, quel que soit l'horizon de temps, ce qui implique au niveau d'un bilan hydrique, on va dire simplifié, c'est tout simplement donc la pluie moins la transpiration des plantes, voire un peu l'eau disponible, qui va avoir une diminution de ce bilan hydrique assez fort, qui peut aller par exemple avec le scénario pessimiste à 65 mm d'eau en moins à l'année. Et quand on va prendre un horizon plus lointain, on peut aller jusqu'à 195 mm d'eau en moins
sur une année, ce qui est quand même extrêmement fort, sachant qu'actuellement le bilan hydrique, selon les régions, tourne autour de 0, voire est entre 0 et 100. Donc c'est quand même une diminution d'eau disponible en moins qui peut être conséquente. Donc ça, ce sont des résultats sur l'ensemble de la région, une moyenne. Mais comme je vous ai dit, les données DRIAS permettent d'avoir des mailles assez fines. Donc là, il s'agit d'une première carte sur la température et l'autre carte sur les précipitations, sur l'évolution justement de la température des précipitations sur l'ensemble de la région à moyen terme. On peut voir que la zone côtière sera la zone la moins impactée en termes de température. Ils vont subir que une augmentation de 1,6 degré, tandis que plus dans les terres, à l'est et au sud de la région, on est sur une augmentation de au moins 2 degrés par rapport à la période de référence. La période de référence est en 1975-2005. Sur les précipitations, c'est un peu la même chose. La zone nord de la région, côtière, va avoir une augmentation des précipitations annuelles assez élevée. Ça peut aller jusqu'à plus 80 mm, tandis que l'ensemble, le reste de la région, notamment le sud et l'est de la région, va avoir ces précipitations rester plutôt stables. Une autre carte que je vais vous présenter, donc c'est à gauche l'évapotranspiration des plantes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait fortement augmenter, mais là aussi, c'est en fonction de la région, du territoire où on se trouve. Là aussi, voilà, la zone côtière au nord de la région va avoir une augmentation de l'ETP plutôt légère, tandis que voilà, le sud et l'est de la région va avoir l'augmentation de l'évapotranspiration fortement plus forte. Et donc du coup, par rapport à la carte précédente sur la pluviométrie, vous imaginez bien que cette ETP qui augmente va entraîner, donc comme on voit à droite, une diminution assez importante du bilan hydrique sur les régions du sud et de l'est des Hauts-de-France. Contrairement voilà, à la zone nord, où on peut voir le bilan hydrique va pouvoir rester quand même assez stable. Donc on peut voir quand même qu'il a même si la région n'est pas forcément immense, on peut voir quand même qu'il y a des grandes différences entre le nord de la région et puis le reste de la région en termes de de caractérisation du changement climatique, et notamment concernant l'eau et le bilan hydrique. On peut voir que le nord de la région il y aura beaucoup moins de conséquences sur le changement climatique, sur le bilan hydrique, contrairement au sud et notamment à l'est de la région. Donc on peut voir donc cette variabilité territoriale, mais aussi la variabilité au niveau des saisons, car je vous ai montré donc les résultats au niveau de l'année, mais si on s'intéresse à une année type, on va dire, autour de 2050, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc sur ce graphique, on voit les mois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le bilan hydrique, et donc à droite, le graphique de droite représente la référence, donc c'est actuellement. Le graphique du milieu, c'est le scénario pessimiste, et le graphique de gauche, c'est le scénario optimiste. Donc il s'agit du bilan hydrique, et le pointillé représente la valeur, on va dire, minimale de ce bilan hydrique actuellement. Donc on peut voir qu'avec le scénario, quel que soit le scénario, optimiste ou pessimiste, le bilan hydrique va fortement diminuer, surtout sur l'été. Il peut avoir une augmentation sur les périodes hivernales, ce qui explique du coup qu'au niveau annuel, ça ne se retrouve pas, cette diminution du bilan hydrique aussi forte. Mais par contre, sur les 3 mois d'été, on peut voir que le bilan hydrique va être extrêmement plus faible qu'actuellement, et donc avoir du coup des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes que sur la période de référence. Donc c'est ce qui ne se retrouvait pas quand on reprend les données annuelles, et c'était important pour ça de reprendre des données mensuelles et de voir une année type un peu de ce qui pouvait arriver dans une trentaine d'années, voire même plutôt une vingtaine d'années. Donc si je vous ai pas précisé, donc il s'agit d'un graphique pour la zone de Saint-Quentin. Voilà. Donc tout ça, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact au niveau des cultures? Donc pour ça, on a fait déjà des petits tests pour démarrer. On a fait tourner des modèles de culture sur une zone précise, donc il s'agit d'une zone du sud de la région, dans l'Oise, qu'on a fait tourner pour 3 types de sols, pour des cultures comme des céréales, des betteraves, des pommes de terre.
et aussi en prenant en compte la prise en compte de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, car il ne faut pas oublier que si le CO2 augmente dans l'atmosphère, ça peut augmenter aussi la photosynthèse. Et en prenant des itinéraires techniques type et actuels, on n'a pas changé les pratiques, on a considéré les pratiques qu'on a aujourd'hui. Le but étant de voir si on continue comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, on est persuadé que les agriculteurs vont s'adapter, que dans 20 ans, il n'y aura pas les mêmes pratiques, mais voilà, on pourrait voir, voilà, si on ne change rien, qu'est-ce qui va se passer. Donc le premier graphique que je vais présenter, il s'agit du maïs grain, une culture de maïs grain. Donc ce sont des graphiques en violon, on voit en bas les résultats qu'on peut avoir pendant la période de référence. Donc ce sont les rendements, vous voyez en abscisse. Le point rouge, ce sont les moyennes. Plus le trait est épais, plus il y a de chances, plus la fréquence de ce rendement est présente. Plus le violon est long, plus la variabilité est forte. Donc pour résumer, actuellement, avec un maïs grain, donc je n'ai pas précisé, c'est du maïs grain conventionnel, on a des rendements quand même qui tournent toujours autour de la même valeur, alors qu'avec un scénario pessimiste mais aussi optimiste, on va avoir une grande variabilité de rendement, et on peut voir, le graphique montre qu'on peut avoir très bien des années, beaucoup d'années où on va avoir des très bons rendements, donc à droite, le trait est assez épais à droite, mais aussi des années où on va avoir des rendements, des années blanches où le rendement sera presque à zéro, enfin on ne pourra pas récolter. Est-ce que vous pouvez juste rappeler du coup, plus c'est, le fait que ça soit étendu, c'est la variabilité du rendement, et sur la hauteur? C'est la fréquence en fait, donc plus l'événement va se produire. Donc voilà, le point rouge c'est la moyenne, on peut voir quand même qu'on aura une légère diminution du rendement, mais ce qui est important c'est de voir cette augmentation du risque du rendement zéro. Même si on peut avoir une augmentation de très bonnes années, on prendra beaucoup plus de risques à avoir une année où on ne pourra pas récolter le maïs. Et ça, que ce soit le scénario pessimiste ou le scénario optimiste. On a un peu le même genre de résultat avec le colza, un peu moins marqué, mais là aussi une légère diminution du rendement moyen, mais on peut voir que à gauche, le trait est beaucoup plus épais, ce qui signifie qu'il va y avoir des années beaucoup plus importantes actuellement où on ne pourra pas récolter le colza. Le colza sera vraiment à zéro. Donc voilà, ce qui est important, la première chose qu'on peut voir quand même de ces résultats-là, c'est au-delà du rendement moyen, c'est assez dur quand même à estimer, on va voir une augmentation quand même de risque de l'aléa, d'avoir des années où, je ne sais pas, avec un risque climatique, un épisode climatique qui va entraîner que la culture ne pourra pas se développer. Donc je vais en terminer avec deux petites conclusions. Une première conclusion donc, sur les tendances du changement climatique en Haute-France. On peut voir donc généralement que les précipitations vont être faiblement impactées, même si on va avoir des étés de plus en plus secs. La transpiration, l'évapotranspiration va fortement augmenter, ce qui va entraîner du coup un bilan hydrique qui va diminuer, donc moins d'eau disponible de manière générale. Et on peut voir, quand on voit les chiffres sur une période plus lointaine, que cette tendance va continuer à s'accélérer. Sur une petite conclusion aussi sur l'impact du changement climatique sur les cultures. Donc les cultures vont être plus touchées que d'autres, notamment les cultures de printemps. Pour les céréales comme le blé, on a trouvé assez peu d'impact, notamment que les rendements restaient assez stables, il n'y avait pas autant de variabilité autant qu'aujourd'hui. D'autres essais avaient été faits sur la pomme de terre, on a envoyé aussi un impact assez fort sur la pomme de terre. Donc la variabilité notamment va être grandissante avec donc des risques, des années où l'agriculteur ne pourra peut-être pas récolter. Cependant, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des facteurs compensatoires à ce manque d'eau. Notamment, on va avoir une augmentation du rayonnement, de la température, de la concentration en CO2, ce qui peut aussi limiter certains risques au niveau des cultures, comme le blé, où lui va se comporter plutôt bien, voire peut-être donner de l'opportunité pour d'autres cultures en région.
Donc je vous avais dit qu'à AgroTransfert, on essaye de travailler sur comment l'agriculture va évoluer et s'adapter. Donc justement, ça c'est un sujet important, le changement climatique, comment s'adapter au changement climatique. C'est pourquoi nous commençons un projet qui s'appelle Comme l'étude réseau, qui a commencé en 2021, qui va terminer en 2025, et qui porte notamment sur la conception de systèmes de production pour s'adapter justement à ces aléas, notamment de sécheresse, et pour avoir des systèmes plus économes en eau, dont les sorties seront plutôt un outil d'évaluation donc du système du système des cultures sur le changement climatique, créer une bibliothèque de levier pour l'agriculteur pour adapter son système de culture, et aussi créer une démarche d'accompagnement pour concevoir de nouveaux systèmes de culture adaptés aux nouvelles conditions climatiques.